rentrer dans le concret, effectivement, avec ce qui s'est passé en cette année 2020. Voilà. Ce qui s'est passé dans cette année 2020 avec Cache Piscine, qui, face à la crise qui se profilait, a finalement transformé cette année en une véritable année exceptionnelle pour eux, une véritable opportunité. Avant de rentrer vraiment dans le détail et de voir comment est-ce qu'ils ont fait pour faire en sorte de surperformer grâce au commerce unifié, je me présente, je m'appelle donc Thomas Boyer, c'est ce que disait Geoffroy tout à l'heure, je suis effectivement ingénieur d'affaires chez Octave et j'y travaille depuis 7 ans. Alors historiquement, je viens plutôt du terrain, c'est-à-dire que j'ai accompagné la transformation digitale de nombreuses entreprises. Les dernières en date sont Cache Piscine, bien sûr, que j'ai réalisé moi-même, mais également des entreprises du groupe ADO, du type Alice Delis, Des Coquelicots, Provox. Et dernièrement, j'ai déployé Cultura en Belgique, à l'international, qui donc va ouvrir son premier magasin dans les semaines à venir et son site internet e-commerce est déjà sorti. Alors, comment Cache Piscine a surperformé grâce au commerce unifié? Déjà, Cache Piscine, que font-ils? Effectivement, ils sont spécialisés dans la vente de piscines, plutôt sur un marché de discount. Lorsqu'on les a rencontrés en 2013, ils avaient à l'époque une quarantaine de magasins. Aujourd'hui, ils ont 104 magasins, très exactement. Donc en 7 ans, l'activité a plus que doublé sur la partie retail et sur la partie e-commerce. Et donc je vais vous montrer et vous expliquer comment, grâce au commerce unifié, ils ont fait pour faire de cette année 2020 une véritable année record. Mais avant d'aller dans le détail, ça nécessite de bien comprendre c'est quoi le commerce unifié. Alors le commerce unifié fait partie de cette lignée des mots que vous entendez depuis longtemps maintenant. On parlait d'abord de commerce multicanal, puis cross-canal, omnicanal, et maintenant on parle de commerce unifié. L'enjeu pour moi n'est pas de vous expliquer la différence pointue marketing entre tous ces termes, mais l'idée qui est cachée derrière tous ces termes, c'est quoi? C'est finalement de le commerce unifié, c'est quoi? C'est coordonner les canaux de vente et éviter les silos au sein des entreprises. L'objectif final, c'est quoi? C'est offrir aux consommateurs un parcours d'achat qui soit sans couture et pour l'entreprise, une connaissance 360 degrés de ses clients. Quelques exemples pour qu'on se comprenne bien. Alors c'est une liste non exhaustive, mais des exemples très concrets de commerce unifié, c'est le click and collect, on le connaît tous. Le click and collect, j'achète sur le web, je vais retirer ma marchandise en magasin. Ça nécessite quoi d'un point de vue informatique? Ça nécessite d'avoir des stocks qui sont parfaitement unifiés. Deuxième exemple, si je parlais de CRM unifié, donc de clients unifiés, je suis un client et je vais acheter dans l'un de vos magasins. Eh bien, dans le cadre du commerce unifié, dès que j'ai réalisé ma commande, ça me crée un compte automatiquement sur le web et tous les documents, factures, tickets, avoirs, points fidélité, tous mes documents que j'ai commandés sur le magasin A, le magasin B ou sur le web, je les retrouve bien dans mon compte sur le web. Et ça nécessite d'avoir un fichier client qui soit évidemment, bien sûr, unifié. Dernier exemple, en termes de marketing unifié, quand on fait du commerce unifié, il faut avoir une politique commerciale qui soit justement commune. Un exemple concret, une nouvelle fois, programme fidélité. Je fais mes achats dans un magasin A, dans un magasin B ou sur le web. Tous les points fidélité se cumulent, quel que soit le canal ou les magasins dans lesquels je le fais. Et évidemment, si je fais 5 achats dans le magasin A qui me génère un bon d'achat, je peux l'utiliser dans le magasin A, bien sûr, mais dans le magasin B ou sur le web. Et ce que je vous dis là, ça définit de façon non exhaustive ce qu'est le commerce unifié, ça paraît évident pour tout le monde, et pourtant, ça fait 10 ans qu'on en entend parler, et aujourd'hui, la plupart des retailers, la plupart de vos entreprises, n'y est toujours pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des retailers aujourd'hui ont encore des organisations en silo, des conflits internes qui ne sont pas résolus, et finalement des systèmes d'information qui ne correspondent pas aux besoins du client final, dont quelques besoins que je viens de vous expliquer précédemment. Mais d'autres ont déjà commencé à y répondre au commerce unifié, on en a déjà entendu parler tout à l'heure. Ils ont commencé à y répondre d'une certaine façon, c'est-à-dire en ajoutant des briques fonctionnelles les unes aux autres.
Et ce que je vais vous montrer là, c'est un schéma de la façon dont la plupart des entreprises qui essayent de faire du commerce unifié tentent de répondre. Alors, historiquement, on avait, pas encore de e-commerce ni quoi que ce soit, on avait uniquement des magasins, et donc des logiciels de caisse en magasin, auxquels on a couplé très très vite des solutions de gestion commerciale. Puis sont arrivés, à partir, on va dire, du début des années 2000 et arrivent encore aujourd'hui, toutes les enseignes n'ont pas encore leur site e-commerce, sont arrivés les sites e-commerce, avec d'autres prestataires de sites e-commerce qui sont d'autres sociétés. Et il a fallu interconnecter les sites e-commerce avec les gestions commerciales et les caisses magasins. Puis sont arrivés, avec forcément les sites e-commerce, les logiciels de gestion d'entrepôt, et ensuite, tout ce qui va être ces logiciels de CRM. Depuis quelques années maintenant, on commence à voir des solutions de digital vendeur en magasin, les tablettes vendeur magasin ou la mobilité vendeur magasin, ça dépend comment vous l'appelez. Sont arrivés des logiciels spécialisés sur les PIM, donc la gestion enrichie des articles, et enfin des moteurs marketing. Et tout ce que vous voyez là, ce sont des briques logicielles qui se sont ajoutées les unes aux autres, c'est ce que les retailers ont fait pour la plupart, et dans un modèle comme celui-ci, tout ce que vous voyez comme trait noir, ce sont des interfaces, des EDI, des flux, des API, parce que chacune de ces solutions, pour répondre aux besoins du commerce unifié ou omnicanal, ont besoin d'être interconnectés. Quand on est dans un modèle comme celui-ci, qui fondamentalement fonctionne, ça marche. Par contre, c'est toujours plus complexe, coûteux et rigide. Pourquoi ? Dès que je veux faire la moindre évolution dans un modèle comme celui-ci, je vais reprendre mon exemple de programme fidélité, je veux lancer un programme de fidélité, ça touche quoi comme brique ? Ça va toucher mon site e-commerce, mes caisses en magasin, ça va toucher ma CRM, donc ma gestion des clients, et ma gestion commerciale. Et bien du coup, je dois, si je veux lancer mon programme fidélité dans mon entreprise, réunir mes 4 prestataires dans la même salle, faire des plans de migration, des études de charge, et ça va forcément être long et plus coûteux. Un modèle alternatif, et c'est celui que propose Octave. Octave, nous sommes éditeurs et intégrateurs de notre solution logicielle depuis 25 ans maintenant. Nous proposons ce modèle, vous allez comprendre pourquoi je vous le montre, je ne suis pas là pour faire la pub, mais j'ai besoin de vous expliquer pourquoi ce modèle fonctionne dans le cas de Cashpicine. Nous avons une seule et unique plateforme omnicanal qui réunisse les 8 briques fonctionnelles que je vous ai présentées tout à l'heure. 3 fronts de vente que sont les caisses magasins, les sites e-commerce et les solutions digital vendeurs, avec un back-office unique qui regroupe la gestion commerciale pour la chaîne des achats, la chaîne des ventes, la logistique, la gestion de l'entrepôt, le PIM pour les articles, la CRM et les moteurs marketing. Et quand on a un modèle de commerce unifié comme celui-ci, il devient beaucoup plus facile de déployer des modules omnicanaux de commerce unifié. Alors, juste pour terminer sur ce point-là, quand on veut migrer du schéma A que je vous ai montré tout à l'heure au schéma B, alors certains de nos clients le font, ils font la bascule entière. Cependant, et ça a été le cas de Cashpicine, on le fait aussi de façon parfois partielle ou progressive. On n'a pas toujours vocation à remplacer chacune des briques fonctionnelles de votre système d'information. Et d'ailleurs, ça a été le cas pour Cashpicine, qui l'a fait de façon progressive. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Puisque pour réussir le pari de cette année 2020, Cashpicine l'a réussi aussi parce que cette transformation digitale, elle a eu lieu dans le temps. En 2013, lorsque nous les rencontrons, Cashpicine a un système d'information qui est extrêmement disparate. Alors, je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer ce schéma, puisqu'il va nous suivre pendant 5 minutes. Chaque magasin possédait son propre système d'information, possédait son propre fichier client, ses propres tarifs, son propre fichier article et ses propres stocks. Pourquoi ? Parce que Cashpicine est un réseau de magasins, mais franchisés, indépendants. Et chaque magasin franchisé indépendant avait sa propre indépendance aussi dans le choix du système d'information, avait son propre fichier client, ses propres tarifs du point de vue local, etc. Donc on voit bien que dans ce contexte, j'appuie jamais sur le bon bouton, dans ce contexte, les magasins entre eux ne voient rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interconnexion entre aucun des magasins, et le site internet, qui n'est pas e-commerce à l'époque, ce n'est qu'un site catalogue, si vous voulez, qui publie le catalogue des différents produits, et lui-même sur un autre logiciel qui n'a rien à voir.
on voit bien en 2013 qu'on est encore très très loin du commerce unifié, mais alors on n'est même pas encore en multicanal à l'époque. Et donc c'est en 2014 que Cashmissing fait le choix d'Octave, et déjà dès la première année, on unifie le système d'information, on unifie également le fichier article et le fichier stock. À l'époque, encore en 2014, les magasins, avec leur propre indépendance, ont souhaité conserver l'indépendance sur le fichier client, c'est-à-dire qu'il y avait un fichier client par magasin encore, puisqu'ils en avaient la propriété, et ils avaient encore la possibilité d'avoir leurs propres tarifs, c'est-à-dire de gérer des tarifs de façon locale. Et c'était également l'occasion en 2014 pour nous de refondre leur site web, pas e-commerce encore, on y viendra. On arrive en 2015, et ce point-là que je vais vous expliquer maintenant est important et même fondamental pour comprendre pourquoi Cashmissing a réussi en 2020. On va créer une architecture multisite, c'est-à-dire qu'on a un site national, c'est ce que je viens de vous expliquer, et nous allons dupliquer ce site et créer un site par magasin. Donc à l'époque, on était en 2015 sur une cinquantaine de magasins, on avait 51 sites, 50 sites magasins et un site national. Quel était l'objectif à l'époque pour Cashmissing? C'était de faire en sorte que le web soit générateur de trafic pour les magasins. Les magasins, encore, étaient dans une certaine méfiance du web et du e-commerce, d'une certaine façon, et voulaient utiliser le web pour eux, c'est-à-dire faire en sorte que les magasins puissent générer les sites magasins puissent générer du trafic directement en magasin. Comment ça se construisait? Là, je suis sur le site national qui présente les produits, là je suis sur une page produits, et en fait, quand je voulais voir la disponibilité en stock des magasins, j'étais redirigé vers le site local, donc Angers en l'occurrence, parce que on est à Angers, un petit peu de pub régionale là. Et donc j'étais redirigé vers le site magasin angers.cashpiscine.com avec en temps réel, puisque c'est ce que je vous ai expliqué avant, la disponibilité en stock dans le magasin d'Angers. Oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a bien unifié les stocks, donc le site internet, il a l'information en temps réel du stock en magasin et dans tous les magasins du réseau. Et c'est en 2017, voilà, vous avez vu la petite animation, que nous ouvrons sur le site national, seulement à ce moment-là, le site e-commerce. Et à travers l'ouverture du site e-commerce, ça a nécessité obligatoirement l'unification du fichier client. Je ne suis pas là pour vous expliquer exactement comment et pourquoi a été fait à ce moment-là. Je vous inviterai d'ailleurs à venir nous voir si vous voulez des informations complémentaires sur comment tous ces changements ont été réalisés. Donc on unifie le fichier client. Par ailleurs, qui dit site e-commerce dit également création d'un entrepôt dédié au web et à la livraison pour le web. Cette création du site e-commerce, ça a eu de nombreux impacts, puisque, je vous l'ai parlé, un impact sur l'unification du fichier client, un impact logistique, création de l'entrepôt dédié au web, mais d'autres enjeux aussi, un enjeu de transversalité. Ça a obligé les collaborateurs de Cashmissing à faire travailler des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Quand on a, parce que le site internet proposait également du click and collect, transversalité, ça veut dire que les collaborateurs Cashmissing en charge du site e-commerce devaient travailler directement aussi avec les collaborateurs en magasin qui devaient préparer les commandes. Ça pose aussi des questions de rapport des magasins au site web. Les magasins étaient historiquement frileux à l'idée de voir le site e-commerce arriver, puisqu'il y avait cette peur de dire le e-commerce va me pomper du business. Dans les faits, sans vous donner les détails, Cashmissing a trouvé une solution pour intéresser les magasins à la réussite du site e-commerce. La suite, c'est en 2019, et nous avons à ce moment-là le choix de l'unification des prix. Tous les magasins Cashmissing et le site e-commerce ont la même politique tarifaire. C'est important que je vous montre pourquoi, puisque nous sommes en 2019, et ça y est, Cashmissing a mis 6 ans. C'est pour vous montrer que la transformation digitale, ça dépend de la maturité des entreprises. Cashmissing, lorsqu'on les a rencontrés, était très immature avec le commerce omnicanal ou commerce unifié. Pour d'autres, ça va beaucoup plus vite. Cashmissing a mis 6 ans pour devenir une entreprise qu'on peut considérer comme OK sur le commerce unifié ou le commerce omnicanal. Nous sommes donc à la fin de l'année 2019
Et pour vous donner des ordres d'idées en termes de progression, rien que sur le site e-commerce, je vous ai dit tout à l'heure que le réseau de magasins, il est passé en 2013 d'une quarantaine de magasins à 104. Sur la partie évolution du trafic sur le web, on avait en 2013 700 000 visiteurs à l'année sur ce site. Vous voyez les pourcentages de progression. Fin 2019, on était à 6,5 millions de visiteurs sur ce site, qui est devenu donc e-commerce et sur les sites magasins. Donc une progression de x10 en 6 ans. Et donc là, j'ai dit on était en fin 2019, on arrive en janvier 2020. Nous sommes avec HPC sur des perspectives d'évolution qui sont bonnes, mais arrive le fameux mois de mars 2020. Et la catastrophe pour Cache Piscine, confinement, obligation pour tous les magasins non nécessaires de fermer leurs portes. Les 104 magasins Cache Piscine ferment leurs portes du jour au lendemain, comme d'ailleurs la plupart des retailers. Mais c'est d'autant plus grave pour Cache Piscine que le confinement a duré du mois de mars au mois de juin, est tombé en plein dans leur saison. C'est-à-dire que 80% du chiffre d'affaires de la société Cache Piscine est réalisé pendant cette période. On passe donc d'une entreprise qui est en forte croissance, qui a des perspectives d'évolution extraordinaires et qui se retrouve tout à coup à se poser des questions sur sa survie. C'est alors que Cache Piscine a pu réagir beaucoup plus vite que les autres. Comme je vous l'ai montré, ils étaient déjà OK, c'est ce qu'on a vu précédemment, sur le commerce unifié. Ils étaient prêts humainement dans la culture de l'entreprise et ils étaient aussi prêts informatiquement. Et fin 2019, début 2020, on commençait à lancer en pilote quelques magasins en réel click and collect. Et les autres magasins n'étaient pas forcément convaincus de ce modèle-là. Donc voilà, 15% des magasins Cache Piscine étaient en click and collect et ce n'était que des pilotes, ça ne faisait que quelques mois qui tentaient l'expérience. Ce qui s'est passé, c'est que Cache Piscine a réagi très vite. Je ne vais jamais y arriver. Et ils ont mis moins de 4 semaines à passer l'intégralité des 104 magasins en click and collect. Et c'est important de le dire, puisque dans ce contexte qu'ils ont vécu, en réagissant extrêmement vite, en 4 semaines, tous les magasins sont passés en click and collect. On a vu chez Cache Piscine, ils ont réagi, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont réagi plus vite que tout le monde, parce que beaucoup plus prêts, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, beaucoup plus prêts dans leur transformation digitale, ils l'ont fait beaucoup plus vite et ils se sont retrouvés pendant une période, une bonne partie du confinement, en quasi-monopole sur leur marché. Ils ont effectivement profité, on l'a entendu tout à l'heure et c'est vrai, que l'équipement de la maison au sens large, le jardin, le mobilier, la piscine, sont des secteurs qui ont mieux vécu que les autres pendant la période de confinement, c'est vrai. Mais Cache Piscine, par rapport à ses concurrents, était à ce moment-là le seul à proposer ce service-là pendant un certain temps, pendant que tous les autres magasins et les concurrents étaient fermés. Et ils se sont retrouvés vraiment dans une situation extraordinaire. Et c'est là où je vous propose de vous faire une citation, parce que Cédric Guiraud, le directeur adjoint de la société Cache Piscine, devait être avec nous aujourd'hui. Il n'a malheureusement pas pu venir pour une suspicion de cas de Covid chez eux. Donc je vais vous citer ce qu'il dit lui-même. Hop, il dit « Le fait de disposer, je parle en double, de disposer d'un système d'information omnicanal et agile a été fondamental dans cette bascule. Nous avons pu en effet passer l'ensemble de nos magasins en click and collect et en drive en l'espace de 4 semaines, tout en tenant nos promesses de vente et en répondant à une demande client en hyper-croissance. Cela aurait même pu être plus rapide, mais le plus long a été d'obtenir les interfaces de paiement auprès des banques. Cette mutation était donc déjà en projet chez nous, puisque nous avions déjà une quinzaine de magasins pilotes pour le click and collect. La crise nous a toutefois contraints à accélérer fortement cette trajectoire déjà prise. Pour nos clients, ce n'est donc pas un changement fondamental de leur parcours d'achat, mais plutôt une radicalisation des comportements d'achat. C'est d'ailleurs ce qu'on a entendu tout à l'heure. En termes de résultats, ça donne quoi ? Alors déjà, à quoi ça ressemblait ? C'est que voilà, je suis sur un magasin, un site internet magasin, et sur ce site internet, j'ai la disponibilité en stock, click and collect, en temps réel, où là, vous voyez, il est 11h à peu près. Eh bien, le temps de préparer la commande, je peux aller retirer cet article en magasin qui est disponible dès 14h15. Évidemment, ça, je reviens sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, ça nécessite une connaissance fine des stocks et des stocks partagés en temps réel.
Et en termes de résultats sur le site, évidemment, ça a complètement explosé. C'est-à-dire que ça paraît pas comme ça, mais ce que vous voyez tout à gauche, les courbes paraissent toutes plates, toutes collées, mais dans les faits, on est déjà sur des progressions qui étaient de 20 à 30% sur cette période-là. Bon, ça se voit pas évidemment parce que la courbe est complètement écrasée. Pourquoi ? Puisqu'il y a eu une véritable explosion du trafic à partir de début avril. Il aura fallu, vous voyez, quelques jours, on était le 17 mars, je crois, en confinement. Il a fallu, donc ils s'étaient préparés avant, et donc début avril, ils étaient prêts, ils ont communiqué dessus, et là le trafic sur le web a commencé à littéralement exploser, les ventes aussi, bien évidemment. En plus, coup de chance, pendant le confinement, il a fait beau partout en France, notamment au mois d'avril, qui est en plein cœur de la saison. Et donc vous voyez cette explosion de trafic qui nous a amené à des pics, et pas un seul, à des pics jusqu'à 250 000 visiteurs par jour, qui était une progression de 600% du trafic. Et ce qui est surtout intéressant d'observer, c'est que si vous regardez cette courbe, au moment où il y a eu le déconfinement, début juin, on aurait pu croire que le trafic aurait baissé. Alors il a baissé, certes, avec la réouverture des magasins et la réouverture des magasins des concurrents, certes, mais vous voyez que la progression est toujours aussi importante et c'est même reparti en avant quand il a commencé à refaire beau sur la fin juin. Ce que ça montre, c'est que ce n'était pas juste un coup qui s'est passé parce que le site e-commerce pompait, oui, il a pompé tout le trafic qu'il aurait dû avoir en magasin, c'est vrai, mais ça a continué dans le temps. C'est extrêmement important de l'observer ici. Alors juste voilà, pour continuer sur ça, ça donne quoi sur l'évolution du trafic du site ? Là, c'est la courbe, ce sont les progressions que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce que je vous montre là, c'est exactement le même schéma. Pourquoi je suis obligé de complètement tout écraser ? Puisque à horizon fin 2020, on devrait avoir sur le site, les sites, les 105 sites du coup, à peu près 18 millions de visiteurs à la fin de l'année 2020, ce qui est une progression extraordinaire. Et surtout, on a pu, pendant cette période, tenir la charge. Et ça nous a aussi mis on a mis une équipe dédiée pendant toute cette période-là pour tenir la charge, à laquelle on n'était évidemment pas forcément habitué avec une telle explosion du trafic et des ventes. Ce qui est important de noter aussi, voilà, non, je ne devrais pas avancer tout de suite. Ce qui est important de noter également, c'est que non seulement le site web a explosé, il a explosé ses ventes, bien sûr, mais l'activité de Cache Piscine, au sens large, tout canaux confondu, a également dépassé toutes les espérances. Il y avait un objectif au début d'année 2020 de croissance, évidemment, comme toutes les années. Cet objectif de croissance a été explosé. C'est-à-dire que le confinement a finalement été une opportunité extraordinaire pour Cache Piscine qui vit sa meilleure année. Je ne peux pas vous communiquer le pourcentage de progression de l'entreprise à horizon fin 2020. Je peux juste vous dire que c'est une croissance à 2 chiffres et que ce n'est pas 10 ou 11%. Le dernier point qui est également important, parce que vous l'avez aussi vous vécu en tant que retailer dans vos magasins lorsqu'ils ont réouvert, c'est que alors déjà, pour revenir sur la question des résultats, évidemment, ça a généré des queues un peu partout. Alors pour 2 raisons. 1, parce qu'il y avait un trafic très fort. 2, parce qu'il y avait le respect du protocole sanitaire qui faisait qu'on ne pouvait pas être plus que 20 personnes dans le magasin, ce qui générait ce type de queue. Et les gens étaient prêts à attendre. Ce qui est important de noter également, c'est que pendant cette période, Cache Piscine, comme chacun d'entre vous, bien sûr, a dû respecter les enjeux sanitaires en tant que magasin. Mais au-delà de ça, Cache Piscine vend du produit relativement technique, qui nécessite du conseil, et donc avec une forte relation humaine entre les vendeurs et les clients. Et avec beaucoup plus de trafic sur le web et forcément moins en magasin, on pouvait se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une distance, une perte de cette relation client à travers ça d'abord, mais aussi à travers le masque, les distanciations, ce genre de choses. Eh bien non, Cache Piscine a réussi aussi le pari de conserver une relation client au top pendant cette période-là, en faisant en sorte, alors déjà sur le web, en déployant un chat de façon extrêmement massive, en déportant la plupart des appels sur le call center, qui a évidemment lui aussi explosé, il l'a desservi sur l'ensemble de ses magasins. Et en magasin, il y avait une vraie stratégie où les clients étaient accompagnés, avec les masques, avec les distances certes, mais étaient tout aussi bien accompagnés par les vendeurs, où ils venaient souvent avec leur portable, avec leur panier fait sur le web, et en fait ils le montraient au vendeur, et derrière le vendeur allait chercher la marchandise en magasin. Et je conclurai par une dernière citation de Cédric Guiraud, le directeur adjoint de Cache Piscine,
qui dit la chose suivante. Finalement, cette crise a été l'opportunité d'engager toute notre enseigne derrière la stratégie de transformation digitale entamée depuis plusieurs années. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons dû mettre à l'épreuve nos choix techniques et force est de constater que ces choix ont été payants. Cela nous a permis de sortir la tête de l'eau plus rapidement que les autres acteurs du marché, voire même que certains acteurs du retail. Je vous remercie. Alors, je crois qu'il y a une session de questions-réponses à laquelle on peut le faire. En termes de timing, on est pas mal. Sachez juste que si vous le souhaitez et aller vraiment beaucoup plus loin dans la discussion, on a, alors ça ne s'appelle pas un stand, mais on a une place dans laquelle on peut vous accueillir. On a quelques rendez-vous aujourd'hui, mais vous pouvez venir à n'importe quelle heure. On est deux, on saura vous accueillir et discuter avec vous. Merci Thomas. On avait en effet quelques questions qui ont été posées virtuellement. N'hésitez pas à continuer de les poser si vous en avez d'autres. Tu faisais allusion en effet pas mal aux prérequis techniques qu'on a bien compris et qui étaient facilement implémentables grâce à ta solution. Une internaute nous demandait du coup quels étaient les facteurs clés de succès finalement, outre ces prérequis techniques, pour réussir ce type de projet. Est-ce que les magasins ont été incorporés par exemple au projet? Est-ce qu'ils perçoivent un pourcentage du CA e-commerce aussi pour les motiver à mettre en avant le click and collect? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ok, c'est effectivement ce que j'ai dit dans cette deuxième partie, où c'est un processus qui, pour Cache Piscine, a mis des années. D'autres entreprises qui, Alice Delis par exemple, qu'on a déployé, étaient beaucoup plus matures et on l'a fait plus vite. Pour Cache Piscine, effectivement, on est sur un réseau de magasins franchisés. Réseau de magasins franchisés qui avait aussi son propre magasin et qui, Internet, je l'ai dit tout à l'heure, Internet, ça faisait peur, le e-commerce faisait peur. Oui, effectivement, je ne peux pas déployer toute la stratégie, mais oui, effectivement, les magasins sont intéressés à la réussite du site e-commerce. C'est une des facteurs clés que tu sais. Oui, les magasins, on a mis des années aussi à travers tout un tas de choses. J'ai déployé pour eux un certain nombre de campagnes AdWords pour générer aussi du trafic sur leur site web, mais le site web magasin générait aussi du trafic en magasin. C'est aussi ça le but. Et ce qu'il faut voir, c'est que le web n'est pas un ennemi du magasin. Le magasin n'est pas un ennemi du web. Le client est omnicanal. Dans une même expérience d'achat, il va utiliser conjointement les différents canaux. Il va aller sur le web, il va aller en magasin, il va retourner sur le web, etc. Donc oui, les magasins ont été incorporés à ça. Il a fallu, d'une certaine façon, les éduquer à cette transformation-là, et ils l'ont après acceptée, ils la poussent désormais. Et maintenant, ce sont eux qui sont devenus, à leur tour, des sites e-commerce. Et donc, avec leur magasin, c'est conjoint. Je crois que j'ai oublié de répondre à une partie de la question. Oui, sont-ils intéressés à la réussite? Oui, et maintenant, ils en sont d'autant plus intéressés qu'ils ont leur propre site qui fait du e-commerce. Est-ce qu'ils ont été incorporés à la transformation digitale? Oui, tout à fait, puisqu'ils sont décideurs, c'est-à-dire que chaque franchisé, directeur de magasin, est un associé du... Voilà, il a du pouvoir au sein de la société Cache Piscine. Super. Une deuxième et dernière question. Est-ce que la part de click and collect est-elle restée stable après le confinement? Alors stable dans une certaine mesure, dans le sens où est-ce qu'elle est revenue finalement le poids du e-commerce est-il revenu comme il s'était avant le confinement, ou est-ce que la part a progressé durablement? Alors la part a progressé durablement. Alors durablement, effectivement, dès que les magasins ont réouvert, oui, structurellement, on a certains clients, internautes qui n'utilisent pas le e-commerce ou qui l'ont fait parce qu'ils y étaient obligés. Et oui, dès que les magasins ont réouvert, on a fait forcément structurellement moins de click and collect par rapport au pic qu'on a pu connaître. D'autant plus que quand le déconfinement a eu lieu, on était déjà sur une saison qui était en train de se terminer. Cependant, comparé à l'année dernière, si on compare de date à date, donc à partir du déconfinement, donc juin, juillet, août, le click and collect est toujours en littérale explosion comparé à l'année dernière. Alors d'autant plus que aussi certains magasins n'étaient pas ouverts en click and collect l'année dernière, ceux qui l'étaient explosent quand même. Mais oui, forcément structurellement il y a une baisse, mais on a quand même par rapport au début d'année, on va dire janvier, février et début mars, une part de click and collect qui a augmenté par rapport à ces périodes-là. Aussi parce que on le sait, hein, les Français, encore aujourd'hui, ne sont pas tous complètement, je dirais, retournés dehors ou en magasin. Il y a toujours cette part de gens qui sont restés chez eux. Ça l'explique. On fera les conclusions aussi l'année prochaine, mais je suis convaincu que cette expérience qui a été obligée cette année a obligé aussi les
gens orientés magasins à aller voir ce qui se passait sur le web, et ça crée de nouveaux consommateurs maintenant omnicanaux qui se disent tiens, les deux existent, je peux faire les deux. Super, merci beaucoup Thomas. Merci à vous.